Et avec nous pour ce club, Céline Bragg. Bonjour Céline, merci d'être avec nous, directrice de l'Institut de sondage Odoxa. Et Jules Péquenard. Bonjour Jules, journaliste politique à La Tribune dimanche. On va revenir notamment avec vous sur les suites politiques de la victoire, large victoire de Bruno Retailleau à la tête des Républicains. Va-t-il pouvoir préserver l'unité de son parti? Cette victoire va-t-elle conduire à un coup de barre à droite dans la coalition présidentielle? Et quelle va être la cote de popularité de Bruno Retailleau dans l'opinion? On verra ça avec vous, Céline, dans quelques instants. Et Alex, la prochaine étape, ce sont les municipales. Effectivement, avant de parler de la présidentielle 2027, objectif municipal, et les Républicains visent la possibilité de revenir à la tête de certaines grandes villes françaises. On en parle dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et c'est l'heure de notre reportage en région. Hier, à l'occasion du sommet Choose France, Emmanuel Macron a annoncé 20 milliards de nouveaux investissements. Mais derrière ces chiffres astronomiques, quelle est la réalité dans nos territoires? Cet argent se concrétise-t-il en emploi? Jonathan Dupriez s'est rendu dans la région des Hauts-de-France. Derrière ces murs, une véritable fourmilière. Chez Toyota, près de Valenciennes, près de 5000 salariés produisent les modèles hybrides phares de la firme japonaise. Ici, les véhicules sortent à une cadence record grâce à une organisation du travail au cordeau. On a une voiture qui sort toutes les 58 secondes, ce qui représente 1250 véhicules par jour puisqu'on fonctionne en 3 équipes. Une équipe de nuit qui est fixe et 2 équipes tournantes après-midi et matin. Si Toyota produit 280 000 véhicules par an, made in France, c'est entre autres grâce à d'importants investissements réalisés en 2018 lors du premier sommet Choose France, chapeauté par Emmanuel Macron. À l'époque, la marque avait annoncé 400 millions d'euros pour améliorer son site nordiste. On a agrandi notamment la peinture, on a fait une extension sur l'atelier plastique parce qu'on a une part intégration qui est beaucoup plus forte que les autres. Et donc tout ça, ça a servi à ça. Et ça a surtout servi à mettre en production l'Iaris 4 qui a été élu Car of the Year quand on a démarré. Et en 2022, on a lancé la production de l'Iaris Cross. Ces investissements colossaux, synonymes d'attractivité pour le territoire, sont des aubaines pour les collectivités. Yann Pitolet dirige l'organisme de la région Hauts-de-France chargé de capter ces investissements étrangers. Très mobilisés lors du sommet Choose France, ces 27 salariés ont le couteau entre les dents pour faire de leur région la plus attractive du pays. Tracer un cercle d'un rayon de 300 km autour de l'île, vous avez 80 millions de consommateurs, plus de 80 millions de consommateurs. C'est le premier bassin de consommation en Europe. Ça, c'est un vrai atout. Deuxième atout, c'est une main-d'œuvre qui est qualifiée, disponible. Ensuite, c'est une volonté farouche de la région en tant que telle, de l'exécutif régional, de Xavier Bertrand, de l'ensemble des élus qui travaillent avec lui pour faire en sorte qu'on soit, pour reprendre ces termes, nous sommes morts de faim. C'est-à-dire qu'on va se battre sur tous les projets. Dans les Hauts-de-France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas ou encore États-Unis sont les principaux pays investisseurs. Localement, leur impact sur l'emploi est majeur. Un emploi salarié sur 10 dans les Hauts-de-France est là grâce à une entreprise étrangère. Derrière Paris, la région Hauts-de-France est la deuxième plébiscitée par les entreprises étrangères. Pas étonnant, selon l'organisme d'État Business France, pour qui cette région a su se spécialiser pour tirer son épingle du jeu. D'abord, ils sont extrêmement agiles. Vous avez aussi eu la construction d'un écosystème autour de l'automobile qui s'appelle, enfin ce qu'on appelle un peu la vallée de la batterie. Et on voit bien que les investisseurs aujourd'hui, ils reconnaissent internationalement l'intérêt de venir dans une région qui a commencé à construire un écosystème. Mais cet écosystème, il comprend quoi? Il comprend des entreprises, bien sûr. Il comprend la disponibilité foncière. Il comprend la disponibilité électrique. Mais il comprend aussi la question des compétences. Des régions dynamiques au service de l'attractivité globale du pays. Hier, la 6e édition de Choose France à Versailles a battu tous les records, avec 20 milliards d'euros de projets nouveaux engagés et 17 milliards sur l'intelligence artificielle. Alors on le voit Céline, il en fait un grand rendez-vous Emmanuel Macron, ce sommet de Choose France, les patrons sont reçus à Versailles. Il y a aussi des associations entre les collectivités, entre Emmanuel Macron, puisque ça rejaillit sur nos territoires en termes de réindustrialisation, en termes d'emploi. Est-ce que dans l'opinion c'est perçu comme l'un des points forts d'Emmanuel Macron ou pas ? Oui.
ça fait partie des points forts d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que les Français, autant ils sont extrêmement négatifs sur tout ce qui est purement, on va dire, politique intérieure, sur de l'économie, du social, sur de la sécurité, le bilan est très négatif, autant on a les 2 tiers des Français qui pensent qu'il est légitime sur le terrain, on va dire étranger, mais dans ce terrain étranger, il y a bien l'idée aussi de la souveraineté de notre pays, l'attractivité du territoire. Ça, ce sont des bons sujets pour Emmanuel Macron. Seulement, il a manqué une belle occasion, Emmanuel Macron, avec son émission sur TF1. C'est-à-dire que alors même justement qu'il aurait pu avoir une belle fenêtre sur son action à l'international, il a préféré vraiment le miroir intérieur. Et sur ces sujets-là, étant donné qu'il est complètement décrédibilisé, si vous voulez, il a bien agacé les Français. C'est-à-dire en tirant un bilan de manière certes intéressante, de manière assez brillante, etc., etc. On ne peut pas lui reprocher, il l'a fait bien, voilà. Mais sauf que les Français, en face, n'ont pas du tout été convaincus. Donc, si vous voulez, Choose France, ça arrive juste après. Et donc, je pense qu'il n'y aura aucun rebond politique d'Emmanuel Macron après ce sommet, même si des milliards d'investissements sont annoncés pour notre pays. Et juste un mot, c'est intéressant ce que vous dites sur l'émission, Céline, parce qu'on avait dit cette émission, ça vise à reprendre la main sur le plan intérieur, à montrer qu'il n'y a pas que la scène internationale. Oui. Ça a fait pchit. Oui, ça a fait pchit parce que personne n'y croit plus. C'est-à-dire que depuis les législatives, que les Français souhaitaient, ils souhaitaient des législatives parce que pourquoi ils souhaitaient les législatives ? Ils ne souhaitaient plus l'équipe au pouvoir. Or, Emmanuel Macron a quand même très largement enjambé ces législatives en décidant finalement peu ou prou de mettre une équipe qui lui convenait et de continuer à faire comme si il était complètement, comme s'il avait encore toutes les cartes en main. Donc, depuis, les Français ne sont pas dupes et savent très bien qu'en fait, c'est très compliqué pour le gouvernement actuel d'essayer de mener, de faire avancer le pays. Et en plus, ils sont agacés par le fait que le président de la République ait choisi, aux yeux des Français, une équipe qui n'allait pas du tout dans le sens de leur désir. Donc c'est pour ça qu'en fait cette reprise en main, ce sont des grands mots. Mais derrière, on sait très bien, et on voit que les sondages qui ont été diffusés juste après, nous on va avoir notre baromètre politique avec vous la semaine prochaine, mais on voit que d'autres ont déjà été montrés et ont déjà montré que la cote de popularité d'Emmanuel Macron, qui est déjà très faible, un quart de Français qui ont une bonne opinion de lui, continue à dégringoler après cette émission. Dans notre baromètre Ipsos saisie école d'ingénieurs pour la Tribune dimanche ce week-end, alors la cote de popularité d'impopularité d'Emmanuel Macron est toujours très élevée. Celle de François Bayrou l'est encore plus, perd 3 points par rapport au baromètre du mois précédent. Mais c'est vrai qu'il y a ce paradoxe qu'ont connu d'autres présidents de la République française de ces 30 dernières années, on va dire, d'être reconnus pour certaines qualités ou certaines avancées dont ils ont pu accoucher pour le pays. Alors là, c'est à l'échelle internationale, les investissements, la réindustrialisation au sens large. Et en politique intérieure, d'être complètement rejeté par l'opinion, en tout cas très majoritairement. Céline Braque l'a très bien résumé. La dissolution, c'est celle d'Emmanuel Macron, même si un renversement de table était demandé par les Français, finalement, c'est un résultat très très flou qui en est ressorti. Et là, on a une équipe qui représente globalement des tendances de centre et de centre-droit, camp politique auquel le président de la République est identifié. Donc c'est à peu près la même politique. Et donc, Emmanuel Macron, quand il a fait son émission, qui a été très regardée d'ailleurs, c'est ça aussi un autre paradoxe, donc ça veut dire que les Français s'y sont quand même intéressés, il a donné l'impression de vendre un bilan national pour lequel il était totalement impuissant, alors que justement, sur l'international, on voit, il y a quand même des résultats de cette présidence en termes d'investissement, quoi. Et puis sur cette question de la réindustrialisation du pays, il y a ce que retiennent les Français. Par exemple, sur cette émission et cette longue prise de parole du président de la République, on retient surtout sur ce sujet la crise d'ArcelorMittal avec le groupe métallurgique qui va supprimer 600 emplois en France et cette passe d'armes entre le président de la République et la secrétaire générale de la CGT et deux visions qui s'opposaient. D'un côté, la CGT qui voulait des nationalisations, vraiment que l'État vienne au secours de
ces salariés qui vont perdre leur emploi, et de l'autre, la vision du président de la République qui est plus libérale, qui accompagne le marché et qui estime que si une entreprise n'est pas compétitive sur les marchés, ce n'est pas à l'État de remettre au pot pour finalement perdre de l'argent public. Donc même s'il y a des bonnes nouvelles du point de vue de l'industrialisation avec Emmanuel Macron, ces investissements étrangers qui arrivent, ces initiatives Choose France, toute cette politique finalement attractive pour les investissements. On regarde à travers la lorgnette nationale. Voilà, il y a aussi des crises industrielles et on pense Arcelor, on pense Michelin et on pense suppression d'emplois par exemple aussi à Auchan. Et puis les bonnes nouvelles ne sont pas nécessairement boudées par les Français. Les gens adorent qu'on parle de ça et la réindustrialisation est un sujet qui leur tient vraiment à cœur. Après, l'attribue-t-il aux politiques ? Certainement pas. En réalité, les Français considèrent que leurs entreprises, leurs chefs d'entreprise, leurs salariés sont des salariés efficaces qui devraient pouvoir drainer encore plus d'investissements. On va parler des suites de l'élection de Bruno Retailleau à la tête des Républicains, élu dimanche soir avec plus de 74% des voix. Et on va écouter ce qu'en dit ce matin Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, adhérente des LR, qui espère que la victoire de Bruno Retailleau permettra à son parti d'élargir son socle. Elle était sur CNews. Ce que je veux, c'est que notre parti aille chercher tous ceux qui sont partis des partis de droite. Ceux qui sont partis plus à notre droite, ceux qui sont partis plus à notre gauche, dans le macronisme, etc. Je veux qu'on ait un projet qui soit tellement puissant qu'on ne se demande pas d'où on vient, en fait. Donc je vais pas d'accord. Donc vous serez la force, l'aimant qui va attirer toutes les autres droites. Et on veut être ça, on veut incarner. C'est ambitieux pour un parti qui était à 5% aux dernières présidentielles. Regardez, Bruno, c'était pas évident qu'il gagne cette élection. Il gagnait 75%. Il crée un élan dans la droite. Moi, je pense qu'on a les capacités à proposer une vision pour notre pays et une vision pour la droite qui soit assez ambitieuse. Jules, est-ce que cette victoire de Bruno Retailleau, c'est un effet Retailleau ou est-ce que ça va permettre au LR de redevenir le parti de droite qu'il était ? Ça reste quand même à prouver. Il faut rappeler, alors comparaison n'est pas raison, mais Laurent Wauquiez, quand il remporte la présidence des LR fin 2017, il le fait, pas avec le même genre d'adversaire, pas avec un adversaire du même calibre, mais il le fait avec le même score que Bruno Retailleau cette fois-ci. Donc voilà, il faut déjà prendre gare aux effets de vainqueur, même avec un gros score. Que Bruno Retailleau acquiert davantage de poids politique au sein du gouvernement avec sa victoire claire et nette, qui sous-entend que les adhérents LR, dont on pouvait supposer qu'ils étaient un noyau très très dur, très anti-macroniste, très hostile, ou en tout cas en partie dubitatif par rapport à la participation de LR au gouvernement, finalement non, ils ont massivement voté en faveur d'un candidat qui a clairement assumé le fait de faire partie du gouvernement, tout en expliquant qu'il n'était pas macroniste. Bruno Retailleau l'a répété en fin de campagne, je ne suis toujours pas macroniste, etc. Ce qui a d'ailleurs beaucoup agacé les autres composantes du bloc, du socle commun, qui est un nom un peu artificiel pour parler de la coalition très fragile qui est au pouvoir, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup à faire. Quand Sophie Primas, d'ailleurs c'est intéressant, Sophie Primas qui avant la campagne je crois n'était pas encore re-adhérente LR, elle était plus proche du mouvement de David Lisnard, quand Sophie Primas explique que oui, on veut être la locomotive en termes de projet, on verra. Pour l'instant, il y a un candidat à la droite et au centre droit qui domine tous les autres, c'est Édouard Philippe. Alors, évidemment, beaucoup de LR expliquent que oui, il va se l'essouffler en bout de course, il va se jupéiser. LR, pour l'instant, il reste entre 5 et 10% dans les sondages. Donc voilà, il faut être prudent. Justement, Céline, est-ce que... Alors, on a bien vu qu'il y avait un effet Retailleau chez les adhérents LR. Est-ce que cet effet Retailleau, il va au-delà des adhérents LR, voire au-delà des sympathisants ? Voilà, et je dirais presque les choses, du coup, dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on a vu que là, clairement, et ça se passe généralement comme ça, à part peut-être chez les écologistes, les sympathisants ou les adhérents vont choisir le candidat préféré des sympathisants, c'est-à-dire une population qui compte plusieurs millions de Français. Aujourd'hui, on a 7% à peu près de Français qui se reconnaissent comme sympathisants de LR. Et très clairement, on l'a vu dans le baromètre politique qu'on fait avec vous, d'abord quand on leur demandait Retailleau, Wauquiez, est-ce que c'est un bon candidat chez LR, les sympathisants disaient une bonne moitié, c'est un bon candidat pour Wauquiez, mais ils étaient 86% à le dire pour Retailleau. Et quand on regarde nos cotes d'adhésion,
on voit que Retailleau, qui était un inconnu, y compris pour beaucoup de sympathisants de droite, s'est hissé à la 4e place sur l'ensemble des Français, 3e des sympathisants de la droite et du centre. Il est pas mal placé aussi auprès des sympathisants du Rassemblement national. Il est 4e derrière Le Pen, Bardella et Marion Maréchal-Le Pen. Donc vous voyez, il a une belle cote, un socle de sympathisants de droite ou du centre qui l'apprécient. Plutôt quand même, à chaque fois, vous le remarquerez, un peu quand même, toujours 2-3 pas devant les leaders. Maintenant, le problème qu'il va avoir, en dépit de ce qui est quand même un tremplin, cette belle victoire, ça va être sa ligne politique, qui est un peu étroite. C'est-à-dire que, pour résumer les choses, finalement, Retailleau, il est trop à droite pour les sympathisants de centre-droit et trop à gauche, ou pas assez à gauche plutôt, pour les sympathisants du RN. C'est-à-dire une ligne qui est plutôt libérale sur le plan économique, assez dure sur les valeurs. Certes, ça va plaire au Rassemblement national, mais ils ont déjà des candidats qui leur plaisent pas mal. Et au centre-droit, cette ligne très à droite, ça choque un peu les gens, même si sa ligne économique va plutôt plaire. Bref, cette espèce de créneau assez étroit, il va falloir vraiment travailler à pouvoir l'élargir pour, bon, je pense qu'on va reparler de la présidentielle, mais on va parler de pouvoir... Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas forcément à même, contrairement à ce qu'il dit, de ramener à lui les électeurs partis chez Macron, les électeurs partis chez Marine Le Pen? C'est vraiment très délicat parce que, pour le coup, il y a des personnalités qui existent, qui sont plutôt satisfaisantes, on va dire plutôt satisfaisantes, même si on a aucune personnalité, en tout cas au centre droit, on va dire, qui est charismatique, qui écrase complètement le match. Maintenant, on a Édouard Philippe, qui plaît pas mal aux électeurs du droite, modéré, de centre droit. On a juste derrière Gabriel Attal, qui plaît pas mal à une population plus jeune, plus urbaine. Donc ces candidats-là existent et représentent cette tendance-là. Et puis, à droite, on a vu dans les différents sondages que, pour le moment en tout cas, Jordan Bardella est un très bon plan B à Marine Le Pen. Bien sûr. Juste, puisque Céline parle de Jordan Bardella, Jules, est-ce que la victoire de Bruno Retailleau, c'est une mauvaise nouvelle pour Jordan Bardella, notamment en vue du premier tour, si c'est lui le candidat? Est-ce que Bruno Retailleau peut lui prendre des électeurs plus qu'il n'en aurait pris à Marine Le Pen? Ce sera son objectif, mais j'allais ajouter aux observations de Céline Bragg que, pour reprendre le baromètre Ipsos, dans la structuration de popularité de Bruno Retailleau, il faut rappeler qu'il grappille davantage de points chez les électeurs, plutôt les anciens électeurs d'Emmanuel Macron, que chez les électeurs du RN, qui sont plus nombreux à le rejeter, à estimer que les types de LR, on a déjà donné, ils ont déjà essayé de nous refaire le coup de Sarkozy en 2007 et de siphonner notre électorat, on n'y croit plus. Donc le fait que Jordan Bardella soit davantage identifié, ça tient vraiment de la nuance, mais soit davantage identifié sur une ligne identitaire et plus libérale que sa mentor Marine Le Pen, avec la possibilité donc que ce soit lui le candidat si Marine Le Pen était judiciairement empêchée de se présenter en 2027, je ne suis pas sûr que Bruno Retailleau soit en mesure de grappiller des points au sein de son électorat dans une perspective de premier tour. Par ailleurs, je fais une autre précision. Si Bruno Retailleau, en effet, décidait de créer un projet, ça a été sa première déclaration sur TF1, en mesure de présenter à la présidentielle un projet autonome de LR, ce projet sera indubitablement bien à droite, parce que c'est l'ADN idéologique de Bruno Retailleau, ça va créer instantanément des anticorps chez les dirigeants de Renaissance et du Modem qui vont expliquer mais non, mais nous, cette droite-là, c'est pas la nôtre. Ça veut dire que Bruno Retailleau, c'était un peu la question d'ouverture de ce club, Bruno Retailleau, il va pas droitiser le camp présidentiel, il va pas pousser le camp présidentiel à la droitisation? C'est son but. Lui, son but, c'est de l'intérieur droitiser la ligne globale du socle commun. Encore une fois, je suis obligé d'utiliser cette étiquette. Oui, je repensais ces derniers jours à une chose. C'est vrai que on a quelque chose dont les Français sont très nostalgiques, c'est vraiment l'incarnation d'une autorité, d'un personnage avec un charisme fort et qui incarne une autorité naturelle. Et c'est vrai que c'est un atout de Retailleau sur lequel il va essayer de jouer. Donc on est encore 2 ans avant la présidentielle. Récemment, on avait fait il y a quelques mois un sondage pour un livre qui s'appelle La clé et la croix, écrit par 2 auteurs de thrillers ésotériques et historiques, Giacometti Ravenne. Et on avait
il parlait de Napoléon dans ce livre. Et donc on avait fait un sondage à Odoxa et on avait vu qu'il y avait une vraie nostalgie du personnage Napoléon. Et on s'était même amusé, on est un peu taquin, à faire un potentiel de vote de Napoléon pour 2027, en disant si Napoléon revenait, est-ce que vous seriez prêt à voter pour lui? Et on avait plus de la moitié de la population qui nous disait oui, on serait prêt, 47%, à voter pour Napoléon. C'était un potentiel de vote supérieur à celui qu'on avait pu noter précédemment en 2022 pour les principaux candidats. Donc évidemment, Napoléon ne va pas ressusciter, peut-être tant mieux quand même pour la France, si je peux me permettre ce petit commentaire personnel, mais on voit bien qu'il y a ça qui est recherché par les Français. Maintenant, Clémenceau disait, on ne fait pas la guerre avec de bonnes intentions, mais il faut des bataillons. Et c'est quand même le sujet important pour Retailleau, c'est-à-dire qu'il incarne bien cette autorité, il a certainement cette intention et cette ambition. Maintenant, avoir des troupes derrière lui, on en parlera peut-être, mais je pense que les bataillons sont quand même pas complètement en ordre de bataille. Non. Et élargir un socle de Français qui seraient prêts à le soutenir, être derrière lui pour dire « Allez, Retailleau, tu vas gagner la présidentielle », on n'en est pas là. Et avant la présidentielle, il y a les municipales. En mars prochain, ce sera le premier objectif. Le premier test électoral de Bruno Retailleau à la tête des LR. Alex, le défi, il n'est pas simple. Effectivement. Alors, colline après colline, c'est l'expression vendéenne qu'il répète depuis son élection à la tête du parti Les Républicains. Avant la présidentielle 2027, il y a l'étape des municipales en mars 2026. Et Bruno Retailleau en parlait dimanche soir lors de son discours de victoire. Un parti, c'est fait aussi, pas seulement pour réfléchir, mais pour gagner des élections. Et les élections, il y en aura dans quelques mois, notamment les municipales. Et je veux faire se lever, bien sûr, une belle vague bleue pour tous les territoires, pour toutes nos communes, les villages, mais aussi les villes. Je pense que c'est possible et nous allons nous y attaquer très, très rapidement. Voilà, objectif, une belle vague bleue pour Bruno Retailleau. Alors sur le papier, LR peut nourrir certains espoirs dans ces scrutins locaux puisque ce parti a une bonne implantation dans nos communes françaises. Un chiffre par exemple, lors des dernières municipales de 2020, les Républicains se sont imposés dans 50% des communes de plus de 9000 habitants. Mais en 2020 également, ce parti ne dirigeait plus aucune des 10 plus grandes villes de France après avoir perdu 2 grandes villes lors des dernières municipales au profit de la gauche. Ils ont perdu Marseille, qui était dirigé par la droite depuis 25 ans, et ils ont également perdu Bordeaux, qui a été conquise par les écologistes après 73 ans d'hégémonie de la droite dans la capitale girondine. Et puis, on peut aussi citer le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui était LR, et quand il a conservé sa ville en 2020, il a quitté le parti à cause de, je cite, la droitisation du parti Les Républicains. Au final, aujourd'hui, la plus grande ville qui est dirigée par le parti Les Républicains, c'est Nîmes, 150 000 habitants. Et Alex, le parti LR peut représenter dans les grandes villes et à droite, il doit faire face à la concurrence d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Oui, puisque Édouard Philippe mise aussi beaucoup sur l'implantation locale de son parti Horizon. En plus de la ville du Havre, qui est dirigée par l'ancien Premier ministre, Horizon est à la tête de plusieurs grandes villes comme Nice, Angers et Reims. Et dans ces grandes villes, pour ne pas semer la division à droite, les Républicains devront s'entendre avec Horizon au municipal et miser sur des stratégies d'alliance, y compris au centre avec Renaissance, le parti de Gabriel Attal. Bruno Retailleau a très bien conscience qu'il ne pourra pas éviter ces alliances avec le bloc central. C'est d'ailleurs ce qu'il disait en filigrane au magazine Lyon Mag, je le cite. Là où on a des coalitions de la gauche extrême, écologiste et insoumis, il faudra des moyens de faire front, de faire barrage. Il faudra être intelligent et faire en sorte qu'on pense d'abord au pays. Alors en traduction, être intelligent, ça veut dire accepter le compromis avec la Macronie. Ouais, alors ça, on va en parler, mais un mot sur les municipales. Céline, d'abord, est-ce que ça peut avoir un effet, cet effet Retailleau, est-ce que ça aura des conséquences sur les municipales ou est-ce qu'aux municipales, les gens ils ne votent pas en fonction de l'étiquette? Non, ils ne votent pas en fonction de l'étiquette, mais avoir un chef incontesté dans son propre parti, c'est quand même, pour le coup, un avantage dont vient de se doter LR. Et autant l'objectif présidentiel est quand même un défi qui va être franchement... ça va être une gageure pour LR, autant espérer faire de meilleures municipales, c'est quand même quelque chose qui est à leur portée. Et dont, en l'occurrence, Bruno Retailleau pourra se targuer pour les échéances futures nationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, reconquérir Marseille, Nantes,
Bordeaux. C'est ça qui va être observé, principalement. En tout cas, on voit que c'est toujours ce qui se passe en fait lors des soirées électorales. C'est-à-dire que s'ils arrivent à mettre la main sur des grandes villes, pourquoi pas Paris, évidemment. Là, ça permet symboliquement, et pas seulement symboliquement, parce que symboliquement quand même, de pouvoir dire on reprend la main, parce que même si, vous l'avez dit dans votre sujet, finalement, LR est encore très implanté sur le territoire, il manque encore ces grosses villes qui permettraient d'avoir des élus très très visibles pour des prises de parole, interrogés par les journalistes, qui donnent du coup une dimension au parti politique qu'il a perdu aujourd'hui. On n'entend plus ces grands-mères qui peuvent prendre la parole et être des relais de Bruno Retailleau. Donc oui, je pense que ça pourrait être un atout et c'est plus facilement à la portée du parti que la présidentielle. Et est-ce que ça pourrait se faire sans la Macronie, sans alliance avec Renaissance, sans alliance avec Horizon ? Ça paraît compliqué, parce que là, on l'a vu aux élections, alors c'était une législative partielle, mais à Boulogne, il y a eu une division des voix. Alors comment dire, ça s'est déroulé au profit, au final, des Républicains, mais il y a eu un candidat Horizon, il y a eu un candidat Lisnardien qui a fait un très très mauvais score. Si les voix sont unies dès le premier tour, on sait que les voix ne s'additionnent pas mécaniquement, mais ça donne effectivement beaucoup plus de chances de battre des coalitions, soit de gauche, soit d'extrême droite. Et par ailleurs, comme le disait Céline, ça permet d'avoir des têtes de gondole en plateau qui sont invitées par les médias. Après, est-ce qu'ils y parviendront ? À Paris, par exemple, on sait que Rachida Dati voudra jusqu'au bout être la candidate à la fois de LR et des macronistes, mais selon les villes, certains macronistes voudront peu s'allier avec des républicains dirigés par Bruno Retailleau, qui est perçu par une partie de ce mouvement comme étant trop droitier. Après, Renaissance n'a pas énormément de marge de manœuvre parce qu'ils sont très peu implantés sur le territoire, contrairement à Horizon. Avec Horizon, c'est beaucoup plus compatible, donc ça paraît plus jouable. Est-ce qu'on fait des accords dès le premier tour, ce qui paraît être plus relever davantage de la tambouille? Ça, on voit que pendant la campagne interne des Républicains, ce qui s'est passé dans les Yvelines a un peu joué. En tout cas, Laurent Wauquiez a beaucoup appuyé sur ce ressort. Mais en dehors, sur le fait qu'il y avait un travail sur des alliances entre Macron et LR dans les Yvelines. Derrière le dos des sympathisants et des adhérents. Mais en dehors d'alliances, je ne vois pas trop le salut des Républicains. Alors, quelles conséquences sur Horizon et sur Édouard Philippe, jusque-là seul candidat déclaré à la présidentielle pour le bloc central? On va écouter ce qu'en pense le principal intéressé. Il était ce matin sur Sud Radio. Est-ce que la large victoire de Bruno Retailleau dimanche vous affaiblit ? Je ne crois pas. Je pense qu'elle confirme le fait qu'il est désormais, qu'elle dit qu'il est désormais le président d'une formation politique, les LR, et qu'il a remporté une large victoire. Ça traduit le fait qu'il est estimé, apprécié dans son parti. Ça traduit le fait que dans son parti, on considère, à mon avis, à juste titre, que c'est quelqu'un d'estimable et qui fait du bon travail. Bon, ben voilà, ça dit ça. J'ai compris que dans son propre parti, il y avait des gens qui avaient dit que ça ne disait que cela. Ça l'affaiblit ou pas, cette large victoire de Bruno Retailleau et Édouard Philippe? Édouard Philippe, il est loin quand même devant Bruno Retailleau dans les enquêtes d'opinion, auprès des électeurs de droite et de droite et de centre-droit. C'est sûr que pour lui, Laurent Wauquiez aurait été moins un problème, puisqu'on sait qu'il a pas cette cote de popularité. Et voilà, on en rit, c'est vrai, c'est pas très sympa pour Laurent Wauquiez, mais on sait que Laurent Wauquiez aurait été un boulet pour son camp et du coup plutôt un avantage pour absolument tous ses adversaires. Maintenant, on voit quand même qu'Édouard Philippe, dans le commentaire que vous venez de passer, il fait très très attention de le ménager. Et je pense qu'on est vraiment à 2 ans de la présidentielle, il va se passer des choses. On parle de plus en plus d'un ticket possible entre les deux. Bon, ça s'est jamais vu en France, ça s'est jamais vu en France, mais Marine Le Pen l'a présenté exactement comme ça avec Jordan Bardella. Ça va pas se passer comme ça, mais a priori. Et donc pourquoi pas? Parce que les électeurs de droite sont encore plus que les autres très très soucieux, plutôt très envieux des alliances qui peuvent exister dans les autres pays de l'alliance des droites. On a 6 sympathisants de droite sur 10 qui disent on veut pouvoir avoir des alliances. Donc un ticket Bruno Retailleau, Édouard Philippe, pourquoi pas? Merci. 10 secondes. 10 secondes. Je précise que chez les sympathisants LR, il y a beaucoup de rancœur vis-à-vis de tout ce qui a pu toucher au macronisme. Édouard Philippe incarne cela aussi. C'est pour ça qu'il est assez prudent à ne pas annoncer de ticket pour l'instant, à attendre de voir ce qui se passe au municipal et avant la présidentielle. Allez, avant de se quitter, regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale.
Alex, à la une de la presse régionale, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les industries des eaux en bouteille. Oui, un rapport qui dénonce une fraude commerciale massive du groupe Nestlé Waters, l'industriel de l'eau qui commercialise notamment les eaux Perrier-Vittel, a utilisé des traitements interdits sur ces eaux en bouteille tout en les vendant comme de l'eau minérale, c'est-à-dire naturellement pure. Le rapport du Sénat qui montre également que l'État était au courant de cette tromperie mais a laissé faire tout en dissimulant de nombreuses informations au grand public. C'est à la une aujourd'hui du Télégramme et de Vosges Matin et aussi du journal Le Midi Libre dans son édition du Gard qui titre sur une des révélations de la commission d'enquête sous la pression du groupe Nestlé Waters. Eh bien, l'agence régionale de santé a truqué un rapport sur les eaux de l'usine Perrier dans le Gard en supprimant la mention de contamination de l'eau par des bactéries. Les taxis prolongent leur coup de force, c'est la une de Var Matin. Oui, et les taxis en grève hier dans toute la France pour protester contre les nouveaux tarifs de transport de malades fixés par la Sécurité sociale. Sans réponse du gouvernement, ils prolongent leur mouvement aujourd'hui. Je vais citer un chauffeur de taxi varois. Soit on est entendu, soit on bloque le pays. Pour les professionnels, le transport de malades n'est pas une rente, c'est un service qui représente certes une part importante de notre activité, mais pour lequel on doit souvent travailler à 5 h du matin. Un nouveau scandale de violence sexuelle dans un établissement catholique, c'est la une de l'Est éclair. Oui, dans un établissement de Troyes, les faits remontent aux années 60 et c'est aujourd'hui que les victimes ont trouvé la force de parler auprès du diocèse de Troyes. Dans une lettre, 3 anciens élèves de l'établissement catholique Saint-Bernard de Troyes témoignent de violences sexuelles dont ils ont été victimes alors qu'ils étaient adolescents. En cause, 3 membres de la congrégation des Oblats de Saint-François, des personnes aujourd'hui décédées. Le diocèse de Troyes a ouvert une cellule d'écoute pour recueillir la parole d'éventuelles autres victimes. Une affaire qui rappelle le scandale Bétarame. Un mot de rugby ? Et oui, à la une de Sud-Ouest, tout un peuple derrière l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, à 4 jours de la finale de la Coupe d'Europe de rugby face aux Anglais de Northampton. Et Sud-Ouest revient sur cet engouement populaire des Bordelais pour le rugby, puisque le public de l'UBB est le premier public d'Europe, avec plus de 30 000 personnes au stade. Et parmi les secrets de cet engouement populaire, eh bien, il y a la traditionnelle ventrèche qui est mangée avant les matchs, cette poitrine de porc grillée mangée avec des frites avant les matchs pour les supporters bordelais. Donc voilà, c'est ça le secret de l'engouement populaire. Ah bah c'est ça. Merci beaucoup. On va essayer, Oriane. Ouais, bah j'essaierai. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Céline Braque et Gilles Péquenard d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.